aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que les ADF Nalou endeuillent les territoires de Béni. Nous sommes tous convaincus que les ADF Nalou sont en train de plus en plus en train de s'organiser à un groupe terroriste compact à liaison avec d'autres groupes internationaux terroristes. Aujourd'hui, nous sommes plus convaincus que ces gens veulent toujours continuer à travailler dans le sens d'opposer la population envers les institutions établies et si avoir de l'ascendance dans l'opinion. Je vais vous rappeler un fait, toutes les fois qu'il y a des messages d'organisation des tracts contre les ADF Nalou, ils ont toujours eu tendance à manipuler l'opinion. Et spécialement à Béni et à Butembo, il y a toujours des marches contre l'armée congolaise, aussi deux fois contre la MONUSCO. Pourquoi aujourd'hui il y a ces messages contre la MONUSCO, contre les humanitaires? Parce qu'au fait, dans les évaluations de la crise de 2019, nous avions comme partie congolaise, spécialement par la diplomatie du chef de l'État, discuté avec la MONUSCO pour correspondre la FIB. Et ce message avait été compris. Aujourd'hui, on est en train de reconstituer la FIB à Béni. Nous allons avoir des unités combattantes qui sont en train d'être déployées. Avant, il y avait les Tanzaniens, les Malawites. Aujourd'hui, nous allons aussi avoir les Kenyans, nous allons avoir les Népalais qui vont s'ajouter dans les contingents FIB et nous pourrions assister à la compétitivité, mais aussi à une brigade plus réactionnelle qu'on a vu pendant les M23. Les ADF Nalou sont informés de toutes ces informations-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils investissent dans ce que nous appelons l'intoxication. C'est pourquoi j'ai pensé qu'à travers vos micros, il est nécessaire qu'on dise à la population ne tombons pas dans les stratagèmes de notre ennemi commun qui est l'ADF Nalou. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des sensibilisations de certains groupes armés dans les Massissi qui font des coalitions contre nature. Il y a un moment, les APCLS ne pouvaient jamais coaliser avec les Nyatura. Il y a un moment où les NDC rénovés ne pouvaient jamais coaliser avec les FDLR. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a une dynamique de la peur qui est en train d'animer les esprits de certains animateurs de groupes armés. Parce qu'au fait, ils sont informés qu'il y a plus d'engagement politique et militaire et de perspectives pour les traquer. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train d'observer cette mobilisation à terme des stratégies de survie. Et pour les enfants du Nord Kivu, je crois qu'il est important de continuer à lancer le message de paix, de pacification et de décourager tous ces compatriotes qui pensent qu'ils ne pourront peut-être survivre à travers l'organisation des groupes armés au niveau de la province. Nous sommes toujours motivés par notre souci de voir les jeunes gens de la province du Nord Kivu, aussi les Congolais, se désengager de ces groupes armés locaux et ainsi accompagner les initiatives de la paix. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans ce cycle de violence, c'est toute une génération sacrifiée. Moi, je crois qu'il est important de faire notre regard sur notre propre avenir, sur l'avenir de la province, mais aussi sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Il est vrai aussi qu'on ne peut pas discuter de l'affliction, de la colère que nous pouvons avoir comme humains au regard de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu. C'est tout à fait normal. Mais il est aussi vrai que nous sommes dans un État qui est régulé, qui a des lois. Et donc, même si vous pouvez chercher à montrer à l'opinion que c'est assez, il faut le faire conformément à la loi. Et ainsi, nous avons besoin des amis. Quand un État est attaqué, quand une famille est dans l'affliction, cette famille a besoin plus d'amis. Aujourd'hui, là, c'est des messages malheureusement généralisés contre les humanitaires en province du Nord Kivu
contre les Nations Unies à province du Nord Kivu, c'est pas être réaliste. Je peux vous confirmer à ce qui concerne les humanitaires, nous sommes une province déstabilisée pendant plus ou moins 30 ans. Il y a des secteurs aujourd'hui qui reçoivent des subventions de la solidarité internationale, et à ce stade, je peux vous confirmer qu'il y a des secteurs primordiaux qui aident, qui sauvent les vies humaines, telles que la santé, qui est supportée aussi à une grande partie par des appuis budgétaires. Et généraliser la question de notre ras-le-bol à toute cette communauté humanitaire qui, à la limite de leurs moyens, sauve certaines vies humaines, je crois que c'est oublier l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes membres des Nations Unies, et les Nations Unies ont plusieurs agences des systèmes des Nations Unies. Nous n'allons pas nous dire aujourd'hui qu'on peut se débarrasser facilement du PNUD. Nous n'allons pas dire que nous allons nous débarrasser de FAO. Nous n'allons pas dire que nous allons nous débarrasser de l'UNICEF. Nous n'allons pas dire que nous allons nous débarrasser de toute la coopération multilatérale et bilatérale avec certaines organisations internationales qui, parfois même vous, quand il y a une offre d'emploi, vous avez toujours tendance aussi à postuler. Et je crois que pour la ville de Goma, même si d'autres personnes pensent que les efforts des enfants de Goma, des enfants du Nord Kivu, c'est à cause des ONG, moi j'ai toujours dit non. C'est par rapport à la conscience que la population du Nord Kivu a à leur propre avenir. À Goma, au Nord Kivu, un jeune garçon, un jeune Jacques, quand il a son argent, je crois que la première impression c'est de dire je dois chercher une parcelle. Contrairement à d'autres cultures, on commence par le véhicule, on commence par le voyage. Moi, je crois qu'il y a lieu de regarder dans le même sens sur les questions fondamentales de l'État. Il y a lieu de regarder dans le même sens à ce qui concerne la question de l'instabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. On se poserait des questions. Si c'est la MONUSCO qui est le maillot faible dans tout ce que nous sommes en train de dire, on se poserait des questions. Pourquoi avant la MONUSCO, il y avait des groupes armés? On se poserait des questions. Pourquoi avant la MONUSCO, on pouvait aussi parler de la criminalité urbaine? Ce sont des réalités, ce sont des faits que nous avons vécues, et tous les États sont exposés à ces réalités-là. Il nous faudra évidemment continuer à construire avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de dissuasion, notre système de défense. Et je crois que c'est la meilleure réponse que nous devrions donner à certaines questions qui aujourd'hui ont des raisons d'être. Quand nous posons la question à nos forces armées de la République, puis il y a encore des groupes armés. Parce qu'en fait, le rôle de l'armée, c'est la défense de la patrie. Mais nous devons y aller évidemment avec nos moyens. Parce qu'en fait, c'est plus facile de demander que fait l'armée, que fait les autorités. Mais aujourd'hui, il faut savoir quel est le budget de l'armée en République démocratique du Congo, quel est le budget de la province, quel est le budget de la République démocratique du Congo. Toutes ces questions-là sont des questions fondamentales qu'il faut aborder sans passion. Avant de regarder les inputs qu'il faut avoir. Moi, je crois que ce n'est pas pour chercher à se dédouaner, mais c'est pour attirer l'attention de l'opinion congolaise qui a beaucoup d'efforts à fournir. Nous devons encore fournir beaucoup d'efforts pour la stabilité de notre pays, et cela demande qu'il y ait une compréhension commune des enjeux sécuritaires. Je sais que la question des épidémies, c'est une question mondiale aujourd'hui à ce qui concerne la COVID-19. Au niveau de la province du Nord Kivu, nous enregistrons un nombre assez élevé par rapport à d'autres provinces pour plusieurs raisons. Nous avons un aéroport international, nous sommes une province hautement diplomatique, mais aussi nous avons des frontières avec d'autres pays comme l'Ouganda et le Rwanda, qui donnent avec un pays comme la Tanzanie
où à un moment donné, avec le commerce international, toutes nos marchandises viennent par Dar es Salaam et nous envoyons beaucoup de Congolais à Tanzanie et les mesures barrières au niveau de ces pays à un moment donné, ce n'était pas respecté. Qu'à cela ne tienne, je crois que les Congolais doivent savoir, surtout au Nord Kivu, que la lutte contre Covid, c'est une lutte commune et chacun de nous devra prendre des mesures idoines pour s'en sortir. Et ce qui est plus facile, c'est le port de masque que chacun de nous peut avoir. Nous avons plus ou moins enregistré 2242 cas jusqu'à maintenant au niveau de la province Nord Kivu. Parmi ces 2242 cas, il y a déjà eu 243 décès. C'est énorme par rapport aux chiffres, s'il faut voir les taux. Nous avons heureusement arrivé à sauver la vie de 1787 personnes, donc 1787 guéris. Et au stade actuel, nous sommes au 36e jour sans un autre cas d'Ebola à Beni, plutôt à Butembo. Donc nous sommes en train de croire que nous sommes sur un beau schéma sur Ebola à Butembo et que si nous maintenons le même élan, la même vigilance, la même mobilisation, nous espérons que nous pourrions arriver à la fin de la deuxième épisode de l'épidémie Ebola dans la province de Nord Kivu. Si nous maintenons le cap, parce qu'on n'est pas encore là, mais il y a plus d'efforts qui ont été fournis et par le ministère provincial de la Santé et par les acteurs de la santé publique à province de Nord Kivu et aussi par les partenaires qui nous ont accompagnés dans la deuxième phase. Et j'espère que ça sera ainsi pour Covid si nous avons la même compréhension du danger de la maladie. Nous sommes venus parler avec vous. Nous sommes très disposés à recevoir de vous des questions et peut-être des sujets aussi des perspectives, parce que nous parlons à notre population à travers vos médias. Merci beaucoup, merci pour toutes les questions. Je voudrais commencer par Daniel Michombero, qui a souhaité avoir l'état des lieux des hôpitaux de la province du Nord Kivu. Il faut d'abord savoir que le secteur de la santé, c'est un secteur qui avait été libéralisé par l'État congolais. Il y a des hôpitaux de l'État, il y a des hôpitaux construits par les privés, mais aussi par des personnalités morales comme les églises. À ce qui concerne les hôpitaux de l'État, comme vous le savez, notre secteur de la santé publique, c'est parmi les secteurs sociaux primordiaux qui normalement devraient avoir des budgets conséquents au niveau de la planification. Mais tout est fonction évidemment de la mobilisation des recettes. Parce que la question peut être posée pour dire mais pourquoi vous n'allouez pas beaucoup de recettes au secteur de la santé. Ce qui est vrai, c'est qu'au niveau de la province Nord Kivu, nous ne sommes pas parmi les dernières provinces classées au bas de l'échelle en ce qui concerne la performance dans l'administration des soins de santé publique. Nous avons des zones de santé qui sont accompagnées par les partenaires, mais aussi nous avons des zones de santé qui, par les dynamiques locales, comme je peux vous le dire, au Nord Kivu, il y a des populations dans leur village qui se mobilisent d'eux-mêmes et construisent des centres de santé. Et au niveau de l'État, nous les accompagnons, on alloue des médicaments, on alloue aussi les services de prestation. C'est ce qui laisse aujourd'hui qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas parmi les derniers. Vous pouvez le constater par la performance de la gestion des crises qui arrivent. Nous avons ensemble avec le personnel soignant très bien géré la question de Ebola parce que l'espoir n'était pas là. Il y avait d'ailleurs même une intoxication parce que la pandémie est arrivée dans un très mauvais moment
de la haute politique où les gens voulaient se faire élire et les politiciens ont récupéré cet aspect pour se faire de l'opinion. C'est comme aujourd'hui, comme partout ailleurs, quand il y a des questions qui peuvent vous permettre de récupérer une certaine opinion, il y en a des politiciens qui ne prennent pas de réserve, qui saisissent l'occasion. C'est comme la question de la sécurité à Béni. Nous espérons, évidemment, avec les perspectives que nous avons mises en place, que ça soit parce que le principe de la continuité de l'État nous pousse à travailler sur le même directive. Au niveau du gouvernement provincial, parce que je faisais membre de ce gouvernement pensé, nous avions mis l'accent sur la réhabilitation des infrastructures sanitaires. Nous continuons avec cette même politique parce qu'on ne peut pas parler d'un bon système de santé publique s'il n'y a pas des infrastructures. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la province Nord Kivu, nous mettons l'accent sur les infrastructures et avec la collaboration et la coopération avec les partenaires, nous sommes en train de les aligner sur les mêmes perspectives. Et vous êtes des hommes de médias, vous suivez les réceptions, les inaugurations et même des dons en matériel roulant, des empilances au système de santé pour que effectivement nous puissions nous rassurer que notre système de santé est solide et que toutes les fois qu'on aura des épidémies, que nous pouvons répondre facilement à la gestion des crises. Nous avons eu la deuxième épisode d'Ebola à Béni. À la lecture de ce que nous avions considéré comme faille dans la gestion de la première phase de la pandémie, nous avions instruit au niveau de notre ministère de la Santé des directives. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir qu'en peu de temps, on a limité les camps de propagation. Je peux vous le confirmer. Première stratégie, nous avions considéré que nous avions déjà une expertise locale qui avait géré la première phase d'Ebola, et nous avions demandé qu'à la deuxième épisode, qu'on considère plus les locaux et qu'on n'amène pas beaucoup d'internationaux. Et malheureusement, évidemment, à ce stade-là, on a limité peut-être plusieurs interventions, mais on a capitalisé les efforts au niveau local et on a géré l'Ebola dans le système de la santé, de notre santé publique, et dans les zones de santé, dans les centres de santé. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir qu'en peu de temps, on a quand même coupé la courbe de la propagation. Ce qui est vrai qu'il nous faut beaucoup d'investissements. Et partout au monde, même aux États-Unis, la question de la santé a toujours été la plus complexe. C'est un secteur qui demande beaucoup d'investissements et nous encourageons tous les Congolais qui peuvent investir dans ce secteur-là pour que les Congolais n'aient pas de difficultés pour avoir des soins. Monsieur Angui, vous voulez savoir pourquoi les jeunes pro-démocratie sont malmenés par la justice, mais je ne crois pas que c'est tous les jeunes. J'avais vu avant-hier la Lucha manifester, avait été d'ailleurs accompagnée par la police jusqu'au bureau de la MONUSCO, parce qu'effectivement la manifestation était pacifique, il n'y avait rien de grave. Mais nous devons aussi nous dire la vérité. Est-ce que toutes les personnes qui se disent appartenir au mouvement citoyen, ils sont pro-démocrates? C'est la question qu'il faut se poser. Je peux vous soulever quelques indicateurs. Il y a quelques jours à Béni, un officier de la police, je crois un lieutenant, a vu sa maison être saccagée par certains membres de mouvements citoyens à Béni qui se disent pro-démocratie. Ils ont brûlé la maison, ils ont blessé ses enfants. Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant est à l'hôpital. Vous êtes tous Congolais, vous lisez la Constitution congolaise, j'espère. Vous lisez les lois de la République, j'espère. À ce niveau-là, nous pouvons considérer que ces jeunes sont pro-démocrates. Je vous donne un autre exemple. Il y a des jeunes qui ont lancé un mouvement de grève. Il y a certains qui se disent, nous on n'est pas concernés parce que nous avons des syndicats. Pour que nous acceptions le principe de la grève, il faut que notre syndicat puisse le dire. Les gens ont tenté d'ouvrir leur boutique à Béni, mais on a vu des gens qui venaient avec des pierres
de jets de pierre et qui ont barricadé les routes? Est-ce de la démocratie ou de la délinquance? C'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment nous aider, vous de la presse, à continuer à marteler sur les libertés publiques. Les libertés publiques et les manifestations publiques sont garanties par la Constitution et la loi, mais aussi sont encadrées par la même Constitution. Si vos libertés publiques heurtent l'ordre public, la police qui est censée, et le pouvoir public qui est censé remettre l'ordre public, est dans le droit d'agir. Si votre liberté gêne la liberté de l'autre, il peut se plaindre contre vous. Disons-nous la vérité, si vous voulez que tout le monde ferme les boutiques, s'il y a 3, 4, 5 personnes qui vous disent il n'y a aucune loi qui m'oblige à fermer ma boutique et moi je vais ouvrir, pourquoi souhaiteriez-vous l'obliger à fermer sa boutique? C'est le contenu des libertés publiques. Je vous donne un autre exemple. Parce qu'en fait, les gens ont toujours vu les infractions seulement peut-être commises par les agents publics et on ne voit pas du côté de la police. Un policier qui vient gérer les émeutes, il se voit être molesté par un coup de projectile, il perd certains organes sur son corps, peut-être un œil, il est blessé. Et donc pour nous de la presse, pour nous l'opinion congolaise, ce policier mérite d'être blessé par un manifestant parce qu'il s'est dit de la Lucha, de Filimbi, de la Véranda Muchanga, comme si le fait de se dire je suis du mouvement citoyen, ça vous immunise pour commettre les infractions. C'est à ce niveau que nous pensons que nous devons discuter ensemble. C'est à ce niveau que chacun doit être responsable de ses actes. J'ai vu à Beni des écoles ouvertes, mais les gens qui ont été arrêtés, parce que je crois que c'est ce dont vous parlez, ils sont allés jeter des projectiles sur les écoles, chasser les enfants par force, et personne ne peut accepter ça. Parce que nous devons aussi respecter la liberté des autres. Si vous êtes responsable des mouvements citoyens, vous commettez des infractions individuelles, personne ne va vous observer. Nous sommes dans un état. Le menace contre les humanitaires, vous demandez à quelqu'un, tout simplement parce qu'il n'est pas de votre pays, parce que les gens voient les humanitaires d'une façon globale. On voit toutes les ONG internationales, on voit la MONUSCO. Vous leur dites, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. C'est l'État congolais qui a accrédité tous les accords de Siège. Ce n'est pas le mouvement citoyen qui accrédite les ONG dans le pays. C'est l'État congolais qui accrédite avec des programmes bien connus. Et à ce niveau-là, je crois que nous devons nous tous comprendre qu'une fois il y a des exagérations, l'État congolais est là pour réguler. Et je l'ai toujours dit, être membre des mouvements citoyens ne vous immunise à rien. Vous commettez les fractions individuelles, l'État congolais est là et l'État a des fonctions, a des services régaliers comme la justice. Vous ne pouvez pas refuser à un juge, à un magistrat, même au regard du gouverneur, si le gouverneur commet une infraction. Vous allez demander à un juge de ne pas regarder cette infraction parce que c'est le gouverneur qui a commis l'infraction. C'est la même chose pour les jeunes gens qui sont dans le mouvement citoyen. Vous tabassez quelqu'un, c'est une infraction. Vous menacez quelqu'un, c'est une infraction. Il y a eu même à Beni des menaces de mort. Il faut imaginer la grandeur de l'infraction pour toute personne, parce qu'il y a une dame qui a parlé de ma formation juridique et académique. Moi, je crois que nous devons comprendre comment l'État fonctionne. J'ai toujours demandé aux maires, à tous les maires de la province, toutefois qu'il y a des manifestations pacifiques, vous allez le voir que c'est toujours bien encadré, pacifique. J'ai vu toujours à Bouéné, à Mutinga, manifestation publique, ça signifie poser les moellons sur les chaussées, allumer le feu sur les chaussées, arriver même à tabasser ce qui ne passe pas comme eux. Est-ce de la manifestation publique ou bien du gangstérisme?
Et nous sommes là comme pouvoir public pour arrêter le gangstérisme dans un État. Et pour ça, l'État congolais a beaucoup d'arguments pour continuer sur cet élan-là. Et nous allons continuer sur cet élan. Je peux vous dire par exemple, quand vous mobilisez les gens, on a vu ça à Béni. Vous mobilisez les gens, vous demandez des machettes, vous demandez des laces. Et c'est quoi ça? Couteau. Ce n'est plus pacifique. Vous armez. Ça veut dire que vous devenez un groupe armé. Et pour ça, ne demandez pas à la justice de ne pas regarder ça. Sinon, nous ne sommes plus un État. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes dans des groupes qui ont manifesté même à Butembo librement. Je les ai vus en train de déposer leur mémoire auprès de la MONUSCO. Il y en a même ceux qui étaient ceux qui ont décidé de faire un sitting au rond-point. Mais il y a ceux qui ont oublié qu'à partir de 21h, personne n'est autorisé de circuler. C'est comme ça qu'à partir de 21h, la police a dit « Ok, vous avez fini votre journée, rentrez chez vous ». Il y en a ceux qui ont refusé. Et quand vous refusez, la police a le droit de vous protéger. Parce que nous savons aussi qu'autour de la ville de Butembo et tout ça, il y a des groupes armés Maï-Maï qui pour eux, il faut s'appeler l'autorité de l'État. Par malheur, on pouvait tirer sur un manifestant là-bas. Le premier réflexe, c'est de dire c'est l'État. La police protège tout le monde. On les a bien protégés. Il y en a ceux qui ont refusé. Parce qu'on ne pouvait plus circuler au-delà. On les a mis dans la scène de la police le matin. On les a remis dans leur famille. Ce n'est pas des arrestations. C'est une protection. Parce que la police nous protège tout le monde. Moi-même, chez moi, il y a la police autour de moi. Et donc, c'est pour vous dire que nous souhaiterions avoir une jeunesse civique et responsable pour compatir avec ces de Béni. Votre ministre a libéralisé l'autorisation de quoi? De pêche. Mais qui autorise la pêche? Moi, je crois que quelquefois, il faut poser des questions quand vous avez déjà lu un peu les textes qui organisent le secteur. Celui qui autorise la pêche, c'est l'État. Si vous voulez être pêcheur, il y a ce qu'on appelle permis de pêche. Dans tous les pays, ça se fait comme ça. Vous payez et c'est dans le budget de la province du Nord Kivu. C'est une taxe provinciale dans les deux secteurs, environnement et pêche. Merci pour la participation de la société civile, mais aussi de la classe politique au Nord Kivu.